La zone industrielle de Glodjigbe, GDIZ, est un trompe-œil. C'était les propos du docteur Adam Sonon Condé, secrétaire national à l'éducation du parti politique Les Démocrates. À la suite de son entretien, nous recevons, Virgile et moi, Arsène Fador, expert industriel et financier. Il entend corriger et rétablir la bonne compréhension de la perception distillée par le secrétaire national à l'éducation du parti politique Les Démocrates. Et pour démarrer, Arsène Fador, bonjour, bienvenue. Bonjour, madame. Bonjour Virgile. Bonjour, Chris. Bonjour, Virgile. Plaisir d'être là. Merci. Vous dites qu'il y a déjà une nuance à faire entre développement agricole et développement industriel. Merci, Peace. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez parce que ça me permet quand même d'apporter une information que je juge vraie sur un sujet important pour le Bénin. Il faut noter que le Bénin s'est engagé dans la voie du développement industriel depuis ces dernières années et donc il est important que cette information soit très bien partagée auprès de la population. En effet, le développement industriel, en fait, par rapport au développement agricole, c'est qu'il touche la partie, c'est de la transformation secondaire des produits agricoles. Donc, le développement agricole, c'est de la production primaire, donc, qui est essentiellement liée aux terres, donc à la production végétale. Et ensuite, on a le développement industriel qui englobe tout et une bonne partie des produits agricoles. Donc, je voudrais que ce soit très clair dans la tête de nos compatriotes que les ATDA qui sont créés sont là pour développer la production agricole, c'est-à-dire tout ce qui est production végétale et animal, bien entendu, c'est sous-entendu. Par contre, le développement industriel touche à la transformation, que ce soit des produits agricoles ou d'autres produits, en d'autres produits qui ont une plus grande valeur ajoutée pour le pays. Ainsi expliqué, Arsène Fador, c'est tout de même complémentaire. Ah oui, c'est complémentaire parce qu'à la suite du développement industriel, vous avez le développement commercial, et le développement des services, qui est en fait le développement des services, qui est la vente, la logistique et tout ce qui peut venir compléter et rendre compétitif ce que vous produisez. Alors, l'autre reproche que Dr Sonon Condé a fait, c'était que la politique industrielle adoptée au Bénin recommandait que les pôles industrie se fassent à proximité des zones de production. Absolument. Voilà. Et il y aurait 7 zones au total au Bénin. Voilà. Oui, là, il parle des ATDA qui ont été mis en place pour pouvoir vraiment mettre en valeur les productions dans chaque région du Bénin. Et évidemment que ça aurait été considéré idéal, mais il faut être réaliste aussi. Nous sommes un pays en voie de développement et mettre en place une industrie requiert, en dehors de la matière première, requiert beaucoup d'autres investissements, notamment, comme je disais tout à l'heure, la logistique, les routes, les voies, le transport, la télécommunication, l'énergie. Donc, du coup, en fait, il faut qu'on ne confonde pas ce que fait les ATDA, qui est déjà très bien, parce que le rôle des ATDA était d'augmenter la production au niveau de nos régions. Et quand vous prenez l'ensemble des spéculations aujourd'hui, nous avons une augmentation de la production. Donc, ce volet est réglé. Par contre, au niveau du positionnement des industries de transformation dans les bassins de production, ça, c'est pas du tout idéal et c'est pas du tout, c'est pas faisable, c'est pas réaliste de raisonner comme ça. Parce que il y a un gros investissement qui est fait dans une zone qui a déjà pris en compte les facteurs de production. Donc, pour un départ en termes de politique et de développement industriel, il est compréhensible qu'on ramène les matières premières dans cette zone-là et qu'on en fasse un pôle d'excellence, quitte après à démultiplier, peut-être par la même échelle forcément, mais démultiplier par la suite. En clair, eh bien, les 7 zones, comme l'a énuméré le docteur Condé, eh bien, ces 7 zones n'ont pas besoin d'avoir pour chaque zone une zone industrielle à la Glodjigbe. On
peut avoir une zone économique, mais pas forcément des industries de pointe comme Glodibé. Pas forcément. La belle preuve, aujourd'hui, il y a certaines spéculations, comme le coton, qui ont des usines d'égrenage non loin des bassins de production. Mais une usine d'égrenage, ce n'est pas une usine à très haute technologie. Mais une fois qu'on a sorti du coton égrené, après, pour passer du coton égrené aux vêtements, on est à la pointe. On n'est pas obligé, ce n'est pas réaliste de dire qu'on s'en va installer dans ces zones-là une usine de textile. Ce n'est pas réaliste parce que les investissements qui seront réalisés là-bas ne pourront pas être rentabilisés. Ce n'est pas réaliste ou le Bénin n'a pas encore les moyens de le faire maintenant. On n'a pas les moyens de le faire maintenant et ce n'est pas réaliste de raisonner comme ça. Parce aujourd'hui, qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui. Au regard de la réalité, au regard des moyens. Ce n'est pas réaliste parce que ces genres d'usines requièrent beaucoup de pièces de rechange, beaucoup d'expertise internationale qu'il faut abriter. Ces expertises-là vont venir vivre au Bénin, leurs enfants doivent aller dans des écoles d'un certain standing, etc., etc. C'est beaucoup de commodities, en fait. Il y a beaucoup de commodités à mettre en place pour qu'on puisse avoir une zone qui abrite de telles usines. Et c'est pour cela que je dis que ce n'est pas réaliste. Mais si on peut déjà le faire à Glodjigbe, les enfants de ceux-là qui travaillent à Glodjigbe, les experts qui sont au chevet de Glodjigbe, ils iront dans les mêmes écoles, non? À Glodjigbe, aujourd'hui, il faut considérer que Glodjigbe a combien de kilomètres de Cotonou et à quelle distance de Cotonou? C'est pas loin, vous voulez dire. Voilà. Il faut tenir compte, ça, c'est un paramètre clé. C'est un paramètre clé. L'autre chose, Glodjigbe, ce que beaucoup de gens ne savent pas, Glodjigbe est une zone où on fait de la manipulation de conteneurs. C'est-à-dire que c'est une zone qui va au-delà d'une zone franche. C'est une zone économique spéciale. Donc, ce qui va à Glodjigbe peut être dédouané sur site. Quand vous allez à Glodjigbe, vous avez tout ce qu'il y a comme administration public. Les impôts. Tout est concentré. On ne peut pas se lever et faire tout ça tout de suite. C'est ce que je veux dire. On ne peut pas le faire tout de suite. C'est démagogique. Ce n'est pas raisonnable. Vous avez évoqué l'aspect financement. Oui. Et au nom de cela, on ne peut pas démultiplier Glodjigbe aujourd'hui. Mais Glodjigbe, ce n'est pas financé par l'État. Les mêmes privés qui financent Glodjigbe. Si c'était initié à Parakou, aux régions, est-ce que des experts, enfin, des bailleurs ne viendraient pas aussi prendre de marché là-bas? Pas forcément. Il faut savoir que les financements du secteur privé se font sur la base d'une rentabilité économique et parfois, je dis bien parfois, même souvent, de l'impact social. Est-ce que ça veut dire que vous avez fait des études dans ce sens? Évidemment. Et vous avez Glodjigbe a un business plan, c'est-à-dire un plan d'affaires décliné sur un certain nombre d'années et dans lequel le financeur voit en combien de temps il rentabilise son investissement. Ainsi, il en est de même pour chaque usine qui s'installe à Glodjigbe. Et sachez aujourd'hui que le mécanisme de financement des projets industriels est en devenir ou en développement au Bénin. Il est totalement nouveau. Je fais partie de ceux qui sont vraiment à l'initiation de ce métier-là qui n'était pas très développé aujourd'hui au Bénin. Le financement des industries. Le financement des industries. Le montage et la structuration du financement des industries. S'il n'y a pas de grandes industries au Bénin, c'est normal qu'il n'existe pas une filière de dans financement. ce domaine. Je suis d'accord avec vous. C'est très juste. Mais puisqu'on en parle, qui sont ceux qui sont à Glodjigbe aujourd'hui? On sait que ce n'est pas des usines, des industries de l'État. C'est qui? C'est quoi leur profil? Ce sont des étrangers et des Béninois qui sont des entrepreneurs qui ont parfois leurs usines déjà en marche au Bénin et qui veulent faire une extension à Glodjigbe, ou des Béninois ou des étrangers qui ont leurs usines hors du Bénin et qui veulent venir s'installer au Bénin. Les Béninois dont vous parlez, il y en a très peu. On ne connaît pas vraiment de Béninois qui soient à Glodjigbe. Peut-être qu'on est ignorant.
il y en a énormément. Je vais vous dire une chose aussi qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsqu'on prend une entreprise, notamment une industrie, ce sont des actionnaires qui la détiennent. Il peut y avoir plusieurs Béninois, mais qui sont actionnaires minoritaires, qui ne font pas la majorité. Ça, c'est déjà une grosse nuance tout de même. Donc, c'est important de le dire. C'est-à-dire que quand on dit que des gens détiennent une société industrielle, une entreprise industrielle, c'est qu'ils sont majoritaires. Ils peuvent se regrouper. Un Béninois peut se regrouper avec plusieurs étrangers et détenir la majorité dans une industrie. Aujourd'hui, si on veut se lever pour dire combien de Béninois sont, participent au financement ou sont propriétaires d'usines dans Glo-Djibé, c'est qu'il faut aller dans le détail. Parce qu'on va dire... Pourquoi on n'a pas fait l'option d'inciter les Béninois à investir dans Glo-Djibé? Cela n'aurait pas été plus profitable pour le pays? Vous ne trouvez pas? Je pense que les autorités de GDIZ, certainement, vont venir vous apporter plus d'informations. Mais ce que je peux vous dire à l'étape actuelle, c'est que Glo-Djibé a été mis en place surtout pour l'exportation. Il faut que beaucoup de gens le sachent. C'est pour l'exportation. C'est pour l'exportation. Parce que sachez qu'aujourd'hui, aucun pays au monde ne se développe s'il exporte les matières brutes. Parce que entre la matière brute et le produit fini, il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Je ne vous apprends pas ça en économie. Et la valeur ajoutée, elle reste dans le pays. Elle profite à qui? Elle profite à l'État. Elle profite surtout aux Béninois, aux travailleurs. Surtout, je dis bien aux Béninois, aux ménages. Et dans une moindre mesure, à l'État, à travers les impôts, à travers les devises. Parce qu'aucun pays ne peut se développer s'il n'a pas les impôts et s'il n'a pas de devises. Parce qu'on pourra, dans une autre émission, je pourrais développer comment est-ce qu'on fait les achats à l'international. Si un pays n'a pas de devise, ces populations auront du mal à acheter du matériel et des produits. Dans tous les cas, ceux qui financent, quand ils ont fini de payer les impôts et autres, le reste de l'argent est rapatrié chez eux, non? Ils sont propriétaires de leur société. C'est tout à fait légitime. Et c'est pourquoi je demande, est-ce que cela n'aurait pas été meilleur que ce soit plutôt des Béninois qui investissent dans des zones comme Glo-Djibé afin que l'argent, au lieu de partir, d'être rapatrié, cet argent puisse rester au Bénin? Il y a la capacité de financement qui est importante dans ces gens. Nous sommes en train de parler des industries. Moi, je peux vous dire qu'il y a des industries pour lesquelles on a besoin de 200 milliards de francs CFA. Il y a certainement des Béninois qui, s'ils se mettent ensemble, peuvent mobiliser ça. Considérons aujourd'hui qu'il y a un Béninois ou des Béninois qui ont 200 milliards de francs CFA. J'imagine que le bon sens veut qu'ils aient des activités, qu'ils aient commencé des choses sur lesquelles... Parce qu'il y a un adage qui dit celui qui ne peut pas faire quelque chose avec 100 francs ne pourra pas faire quelque chose avec 10 000. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Autrement dit, il n'y a pas de Béninois qui a autant de surface financière, c'est ça? Non, autrement dit, si un Béninois a une surface financière suffisante, il faut qu'il entreprenne. Pas forcément avec la surface qu'il a. Mais il faut que la politique le pousse là. Quand je dis la politique industrielle, il faut qu'il y ait une volonté politique à mener vers cela, non? Je pense que sur ce terrain, si on écarte la politique, pourquoi je dis on écarte la politique, c'est-à-dire que techniquement, un Béninois qui a une idée ou un projet et qui a les moyens, je pense qu'il serait judicieux que peut-être nous soyons face à face et qu'il me dise ce qui l'a empêché de réaliser son projet. Vous trouvez que ce n'est pas du fait de la politique? Aucunement. Les conditions sont pareilles, que tu sois de Béninois... De mon point de vue, aucunement. Et je dis bien, il faut que vous ayez juste... C'est important dans ce genre de discussion. C'est important que vous ayez un Béninois qui a les moyens... Est-ce qu'aujourd'hui, on est transparent sur les conditions pour accéder en tant qu'entrepreneur béninois à accéder à la GDIZ? Pour ce que je sais, extrêmement transparent. Je dis bien extrêmement transparent, pour ce que je sais.
Mais c'est sur quelle plateforme les gens s'informent? Qu'est-ce que les gens savent? À qui il faut s'adresser? Pour tout ce qui est lié à la G10, il faut se rendre à la G10. La direction générale de la société qui gère la G10, parce que beaucoup de gens ne savent pas que G10, c'est un nom commercial. C'est un nom commercial. MTN, c'est un nom commercial, pour ne pas faire de publicité. Move, c'est un nom commercial. Quand les sociétés qui détiennent MTN a un autre nom, je ne sais pas, je ne vous apprends pas. Le nom de la société qui gère la zone qu'on appelle GDZ s'appelle CIPI. CIPI. La CIPI. Et la CIPI, sa direction générale se trouve à Glodjigbe. Alors, vous parliez des... Pour la petite histoire, moi, j'ai un jeune frère qui a été chauffeur, il a traîné partout, mais qui a trouvé un job à la GDZ sans que je ne sois intervenu. Donc, je pense que... C'est un espace libre. Je pense qu'il faut aller se renseigner. Je pense qu'il faut le faire. Et je trouve que n'importe qui le fera et qui aura des preuves qu'il n'a pas accès à l'information pourra, comment dire, à juste titre. Alors, vous avez parlé tantôt de marché. Vous dites que la GDZ produit, vous n'avez pas utilisé le mot, mais presque exclusivement pour l'extérieur. Pas totalement, mais presque. On lui fait cette reproche de ne pas, ce reproche de ne pas produire pour le marché intérieur. N'est-ce pas compréhensible? N'est-ce pas normal que, on lui reproche cela? C'est un peu par méconnaissance. Je comprends ça s'entend, mais c'est par méconnaissance. Est-ce que c'est vous savez pas que le marketing déjà? Non, vous savez que le marché intérieur, il est pourvu par les entreprises qui s'installent partout dans le Bénin. Les entreprises qui s'installent à la GDZ, d'accord, sont des entreprises qui sont censées apporter des devises pour le Bénin. Et nulle part au monde, là où nous avons des zones industrielles ou des zones économiques spéciales de ce type, en juillet dernier, j'étais allé visiter celui du Gabon. Il y a toujours une partie qui est réservée pour le marché local. Mais cette partie est faible parce que le but de tout l'armada qu'on a octroyé aux entreprises qui s'installent à la GDZ, c'est pour leur permettre d'exporter et d'être compétitifs sur le marché international. Sachez que, pour la petite histoire, la proportion qui est prévue, je préfère ne pas donner la proportion qui est prévue, parce qu'il y a une proportion en fonction du régime que tu choisis dans la GDZ, il y a une proportion qu'on t'accorde. Ça fait partie des cahiers de charges. Oui, il y a une proportion qu'on t'accorde de mettre sur le marché local et une partie que tu dois exporter. Sachez que si, dans la proportion qui est prévue pour être exportée, si vous vendez une partie sur le marché local, vous êtes taxé. Conformément à la loi au Bénin. Pourquoi? Parce que si vous avez des avantages pour pouvoir exporter et que vous profitez de ces avantages-là pour mettre sur le marché local, vous faites une concurrence déloyale à celui qui est à Dassa, qui est en train de faire la même production. Vous convenez avec moi? Qui paye les taxes. Mais dans le commun des mortels, on ne sait pas quels sont des produits qui sont ici de Glodjigbe et qui sont vendus au niveau local. Les Béninois cherchent, on ne voit pas. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas aussi se précipiter, de mon point de vue. Beaucoup d'usines qui sont annoncées à Glodjigbe, mais ils sont en construction. Beaucoup. Mais il y en a qui font des habits, les t-shirts, là, on ne connaît pas de boutique à Cotonou où ça se vend. Il y en a. Il y en a. Juste pour la petite histoire, les textiles, il est prévu 10 usines à terme. Aujourd'hui, il y en a 3 qui sont en construction, dont une qui est déjà fonctionnelle. Une usine, elle fait du rodage. Vous êtes d'accord avec moi? Pendant un bon moment, ça peut durer 1 an, 2 ans. Elle produit, mais elle est en rodage. Et ce sont des vêtements qui étaient en rodage, mais qui, fort heureusement pour le Bénin, malgré que c'était du rodage, étaient de bonne qualité, ont été vendus finalement. Ouais. Parce qu'elles n'étaient pas prévues forcément pour être vendues.
C'est possible, parce que vous comprenez. Donc, aujourd'hui, si vous allez à Yerevan et dans beaucoup de grandes boutiques au Bénin, vous avez les vêtements qui viennent de GDIZ. Et qui sont, pour la consommation, je veux dire, locale. Oui, c'est pour... oui, qui sont pour la consommation locale, j'affirme, qui sont quand même d'un prix pas accessible. Parce que pour avoir participé à des séances avec eux, ça a été dénoncé. Oh, oui, ça, on peut faire Donc, du coup, on peut faire ce procès, mais il faut aussi savoir que est-ce que c'est toujours ce sont des investissements. Au fait que ce sont des investissements. Ce n'est pas forcément pour le marché local. On est local, aussi dans le rodage. Acceptons aussi que les entreprises... Si l'adresse que vous connaissez, c'est Yerevan, vous savez bien que ce n'est pas destiné aux Béninois, à tous les Béninois en tout cas. Oui, tout ne peut pas être destiné à tous les Béninois. Mais c'est un marché local, soyons vous avez dit. un peu... C'est un marché local. Yerevan n'est pas interdit à quelqu'un parce qu'il est pauvre. Est-ce que je veux qu'on soit... Ça, ce n'est pas faux. Voilà. Donc, je veux qu'on ne généralise pas tout. Enfin, c'est pour faciliter la compréhension. Alors, Arsène Fador, je veux bien que vous fassiez percevoir à tous la cohérence finalement de la GDIZ avec le plan de développement agricole. Voilà, donc Madame Pis, je vous remercie. J'ai entendu que l'emplacement et la manière dont la GDIZ aujourd'hui fonctionne, parce qu'elle reçoit des matières premières agricoles venant de tout le Bénin parfois, n'est pas cohérente avec le développement à la fois agricole et industriel du Bénin. Ça, je m'inscris en faux. Ah oui. Je m'inscris en faux parce que c'est vraiment une méconnaissance totale du développement industriel. Totale. Le développement agricole est déjà en marche au Bénin parce que les ATDA aujourd'hui font un travail remarquable d'encadrement qui a rehaussé complètement dans toutes les spéculations, je répète, la production. Et donc, de ce point de vue, en termes de développement agricole, on y est. On est en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Le développement industriel requiert beaucoup de facteurs de production, notamment l'énergie, l'eau, les routes, les voies, les VRD et beaucoup d'autres choses. Et tous ces éléments, tous ces facteurs ne sont pas toujours disponibles dans tous les coins du Bénin. Donc, souffrons que là où on a pu consentir des investissements pour le moment, qu'on profite pour créer de la valeur en ces lieux. Et ça, c'est... Donc, l'autre chose qui m'a paru, que j'ai entendu, qui est aussi une aberration, c'est pas parce que Glo Djigbe est Aglo Djigbe, comme le nom l'indique, oui, que ça veut dire qu'il faut nécessairement qu'on ne transforme que l'ananas qui est produit dans la localité ou le palmier à huile. Ça, c'est une aberration. De mon point de vue, c'est une aberration totale. Quand on prend le Bénin, Glo Djigbe n'est pas le bassin du palmier à huile. D'accord ? Donc, ça, c'est... Qu'on me dise demain que nous voulons exporter de l'huile rouge ou de l'huile raffinée de palme vers le Nigeria et qu'on aille s'installer à Igolo ou à Frankou, ça s'entend. À condition qu'on ait calculé tout l'investissement qu'il faut faire comme l'investissement additionnel à l'activité. Parce que c'est pas parce qu'une industrie veut s'installer quelque part qu'il va construire les routes. Vous convenez? Et c'est le rôle de l'État d'installer des zones industrielles un peu partout. Aujourd'hui, nous en avons un à Sémé, nous en avons un à Agapé, à Ouida, nous en avons un à Passagon, j'en passe, qui sont des zones industrielles dans lesquelles l'État est en train de s'évertuer à mettre en place ce qu'on appelle les facteurs de production. C'est-à-dire l'énergie, l'accès, les routes, etc. Et sur la question du coton, par exemple, où on savait quand même que le coton, de l'autre côté, il y avait quand même des usines d'égrenage dans le nord Bénin et tout, mais qui aujourd'hui, docteur Souno Kondé dit que la GDIZ ne devrait peut-être pas transformer le coton et qu'on aurait pu se contenter de ça. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Oui, ça, c'est une méconnaissance totale de la chaîne de valeur du coton. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se fait aujourd'hui, c'est exactement que le coton qui quittait les zones, les bassins de production après avoir été égrené en direction du port pour être exporté, je parle vraiment du coton égrené, fait une bifurcation et va s'arrêter à Glo Djigbe. Et au lieu qu'il soit exporté et que nous ne profitons pas de la valeur ajoutée, c'est-à-dire des emplois,
du revenu des ménages, de l'impôt, suffisamment. Aujourd'hui, une partie de ça, et je peux l'affirmer qu'environ 15% de la totalité, aujourd'hui, va à Glodibé pour être transformée en vêtements. Sachant qu'une usine de transformation du coton égrené jusqu'aux vêtements, c'est de la pointe. C'est une usine de pointe qui requiert beaucoup de choses. Donc, pour cela, acceptons aujourd'hui que cela se fasse en un seul lieu, parce qu'on a pu faire l'investissement là-bas. En attendant. En attendant. Et je peux accepter qu'on attire l'attention de penser rapidement à faire un autre, peut-être, dans une autre région. Mais il faut que des études économiques, des études sectorielles, des études de marché, des études, des business plans soient réalisés pour les investissements qu'on veut consentir dans ces zones-là. Et que cela soit rentable. Vous savez aussi, en fonction des priorités de l'État, l'État peut décider à un moment ou à un autre, pour des raisons peut-être extra-financières et techniques, parce que moi, c'est vraiment mon domaine, de commencer, de se lancer dans le développement d'une zone dans une localité, dans une autre localité. Mais vraiment, quand je dis, c'est au détriment. Est-ce que, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les critères de rentabilité qui seront à ce moment-là. Mis en avant. Alors, est-ce que vous pourriez plus nous en dire sur l'exportation et la transformation du coton et du caoutchouc au Bénin? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Oui, sur ce volet, je pense qu'on doit être fier en tant que Béninois, parce que quand on dit que le Bénin a exporté des vêtements, tout le monde ne le perçoit pas. C'est normal et je comprends. Évidemment que... Et apparemment, les chiffres ne sont pas disponibles. Et bon, ça, c'est un autre procès, je pense. Je peux dire là juste que j'ai aussi entendu que la mise en route des usines textiles à Glodibé a baissé l'exportation du coton, ce qui est normal. J'ai dit qu'une 15% partait pour être transformé en textile. Pour être transformé en textile. Et ce 15e de % qui est réexporté finalement en vêtements, que peut-être d'aucuns iront loger dans une autre rubrique, évidemment, ce qui est normal, ce n'est plus la rubrique coton, ressort avec une plus grosse valeur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, finalement, la somme de ce montant-là, de cette exportation, plus le coton, dépasse largement l'ensemble du coton qui était initialement exporté. Et ça, c'est vraiment c'est ça le but. C'est le but du jeu. La baisse des exportations du coton n'est pas du tout compensée par l'augmentation de l'exportation du cajou, comme j'ai entendu sur vos plateaux. Je n'aimerais pas appeler le nom de quelqu'un, mais j'ai entendu ça sur vos plateaux. Mais c'est quelqu'un qui vous a amené... Et sur le cajou Évidemment. Quels sont les chiffres? Est-ce que ça se passe toujours aussi bien? Le soja également Oui. Le cajou, le soja, vous savez, il y a une problématique qui a été évoquée sur vos plateaux, notamment liée à l'achat du cajou brut auprès des populations. Surtout du soja. Par l'entité de la GDIZ la CIPI, qui est censée apporter de la matière première aux usines installées dans la zone pour la transformation de ces matières premières-là. Sur ce volet, je préférerais que nous ayons une autre rencontre, parce que je trouve... C'est la grosse populaire. Je trouve que sur ce sujet, on ne nuance pas bien. On ne nuance pas suffisamment. Qu'est-ce qu'il faut nuancer? On ne nuance pas suffisamment les aspects techniques, commerciaux, les aspects politiques.
Et ça, ça rend difficile la compréhension. Ça rend difficile la compréhension. Je vais faciliter les choses, si vous permettez. Il est fait à la GDZ, précisément à la CIPI, cette querelle-là, d'acheter tout ce qui est produit au Bénin, comme soja, d'interdire la vente, ça c'est un peu le gouvernement, dans la sous-région ailleurs, d'acheter au prix qu'elle veut, la CIPI, et d'exploiter juste une partie ici, sur place, transformer juste une partie, mais de réexporter tout le reste au lieu de laisser les producteurs eux-mêmes aller vendre où ils veulent. Comme cela serait normal, quoi. Et vous dites que... Oui, c'est au nom... Ce que vous dites, c'est au nom de la libre concurrence, comment on dit... Non, même du développement de la zone industrielle. Non, vous savez... Mais en même temps, pourquoi on ne se limite pas juste à la capacité de la zone industrielle et le reste, on organise la réexportation? Je pense, pour ma part, quelque part, qu'il y a une organisation de filière qui est en train de se mettre en place dans ce secteur-là. En attendant maintenant, cette la politique de la CIPI pour acheter les produits chez les producteurs, la politique du gouvernement par rapport aux ventes privées, si vous voulez, aux ventes privées des producteurs, l'interdiction de vente dans la sous-région. Croyez-moi, c'est pas un sujet uniquement technique. On est vraiment dans quelque chose qui peut toucher ce qu'on appelle la souveraineté économique d'un pays. Je trouve que c'est pas un sujet qu'il faut évoquer banalement. Je ne sais pas si vous savez qu'au nom de la souveraineté économique, un pays comme les États-Unis décide unilatéralement d'augmenter une taxe sur des produits provenant de tel pays. Peut interdire à ces populations, excusez que je dis interdire à ces populations, et ça, si vous voulez, je peux vous apporter des exemples, d'exporter tel ou tel produit. Vraiment, il faut, parce que si on ne se met pas clairement on ne clarifie pas le périmètre dans lequel on est en train de faire le débat, on serait en train de faire un débat lié à la souveraineté économique d'un État, comme si c'était politique ou comme si c'était vraiment une politique commerciale de la CIPI. Parce que là, moi, je vois clairement 3 sujets. La politique commerciale, dans le trading de la CIPI, les règles, la souveraineté économique, parce que n'allez pas vendre hors des frontières. National, oui. C'est vraiment une souveraineté économique. C'est l'État qui voilà. Ensuite, tout ce qui est lié maintenant à la politique, c'est-à-dire la coloration politique de tous ces événements, je pense qu'il faut pouvoir bien circonscrire à chaque fois qu'on veut faire ce débat-là. Je reste ouvert pour donner ma lecture, mon technique sur ces sujets-là, mais je veux dire qu'il y a quelque chose de très important auquel on ne peut pas se soustraire parce que nous, on ne peut pas. C'est-à-dire la souveraineté économique d'un État, c'est vraiment des choses, c'est très, très... Vous l'avez dit très, très loin. à plusieurs reprises, la souveraineté économique. Au nom de la souveraineté économique, est-ce qu'au nom de la souveraineté économique, Hassen Fado, est-ce qu'on peut contraindre les paysans à vendre en dessous du prix de revient? Je le dis schématiquement, aussi simplement, un produit, n'est-ce pas, qu'on a obtenu, disons, à 200 francs, on contraint les paysans, les producteurs à vendre à 150, alors que dans la sous-région, peut-être le même produit est acheté ailleurs à 300 francs, à 400 francs. Vous pensez que c'est au nom de la souveraineté économique que ça doit courir, ça? Je ne dirais pas oui forcément. Par contre, je vais apporter une petite nuance à ce que vous dites. Le coût de revient, c'est un mot que j'entends souvent. Le coût de revient, il est unique. Monsieur Vigile, est-ce que le coût de revient est unique? Lorsque vous vendez du bissap dans votre maison, je vends du bissap dans ma maison, le bissap de 50 francs que je vends,
il me revient au même prix que le vôtre? Pas forcément. Pas forcément. Voilà. Supposons que le mien me revienne à 10 francs et que le vôtre vous revient à 40 francs. Si l'État décide qu'on doit l'acheter à 30 francs, qu'est-ce que vous direz? Mais l'État ne décide pas en l'air. Non, dites-moi, qu'est-ce que vous direz? Non, laissons la raison pour laquelle vous direz que l'État est en train de vous faire perdre 10 francs. Et moi, je dirais que l'État est en train de me faire gagner 20 francs. Attention aux mots que nous utilisons. Le coût de revient n'est pas unique. Est-ce que vous comprenez? Il y a la compétitivité qui est importante. Quand je dis la compétitivité, c'est tellement important, c'est-à-dire que l'État doit s'évertuer pour que le coût de revient de toutes les productions, partout dans le Bénin, baisse. Donc, il n'y a rien à corriger dans ces complaintes des producteurs. Monsieur Vigile, je suis persuadé que dans ce monde, quel que soit le sujet que vous allez aborder, il y a toujours quelque chose à corriger, que ce soit avec ce régime ou avec n'importe quel, avec n'importe quel autre régime. C'est ce que vous dites? Je ne dis pas que tout est bon et je ne dis pas que c'est correct. Mais est-ce que je dis juste que il faut que le débat soit bien sain, bien circonscrit, pour que les solutions ou les approches de solutions soient précises aussi. Soient aussi précises. Est-ce qu'à cette allure, les usines de Claude Djigbé, même de Claude Djigbé, ne risquent pas de manquer de matières premières si ce n'est pas corrigé? Considérons que c'est une situation conjoncturelle, d'accord? Je ne crois pas que la situation que vous évoquez soit une situation voulue, permanente. Ça fait quand même sur 2 saisons, si je me trompe, que les producteurs crient. Les acteurs, il y a des faillites. On parle même des suicides. On parle des exilés. 2 ans pour un pays. Je pense que nous sommes en train de faire une marche. Tout n'est pas correct. Mais je pense qu'il faut qu'on accepte qu'on doit résoudre les problèmes. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Est-ce que, Arsène Fador, on pourrait aborder la question de l'impact de la GDIZ sur les devises? Oui, c'est important. Vous savez, tout pays, dans le cadre de la création de richesses, dans le cadre du développement économique d'un pays, doit avoir des devises. Parce que les devises permettent de faire des achats à l'étranger, de payer les soins comment on les appelle, les malades qui sont évacués. Voilà. Donc, toutes les charges de payer même les ressortissants qui travaillent dans les ambassades hors du Bénin. Un pays qui n'a pas de devise, ça lui coûte très cher l'achat de devises. Vous comprenez? Pour avoir de devises, il n'y a pas 2 moyens. Il faut en créer. Il faut exporter. Pour avoir des devises étrangères, il faut exporter. Quand vous avez de devises, vous gagnez de l'argent. Parce que nous sommes dans un creuset qu'on appelle l'UEMOA. La Côte d'Ivoire en crée tellement que dans l'UEMOA, elle vend des devises à beaucoup de pays à des moments donnés. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que l'État achète des devises. Ça suppose que vous, Virgile, qui voulez acheter quelque chose, un bien en Allemagne, qui va vous coûter 500 millions, le bien, quand vous faites la conversion, le bien vous coûte 500 millions, vous risquez de dépenser 700 millions. Vous comprenez? Parce que votre pays n'a pas de devise. Il est très important de savoir que la GDIZ a vraiment un rôle de rapporter des devises au Bénin. Mais le deuxième rôle qui est important, c'est la création de la valeur, c'est-à-dire les emplois, les revenus, les impôts, tout ça inclus. À quel niveau on est s'agissant des emplois, des revenus et autres? Aujourd'hui, sans que je ne sois très exhaustif, disons, aujourd'hui, la GDIZ est déjà... je connais une usine dans la GDIZ à titre personnel qui embauche 3000 salariés. Dans la GDIZ? Une seule usine que je connais. Et nous avons des usines que je connais qui sont en construction et qui vont à terme employer environ 25 000 personnes. Je pense que la GDIZ
c'est beaucoup d'emplois qui vont être créés. Et s'il y a quelque chose que je vais dire qui me paraît important, c'est que lorsque nous parlons d'emploi, beaucoup de gens ne voient pas un autre côté très important de l'emploi qui est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est-à-dire les retraites et tout ce qui est ce que beaucoup de gens prennent parfois qu'on paye aux parents qui ont des enfants au travers de la CNSS. Et donc, je crois qu'en réalité, normalement, on gagne parce qu'on crée des emplois et on va vers les emplois décents. Je ne sais pas si vous comprenez. Une petite PME qui embauche 2-3 personnes au quartier aura du mal à leur faire de contrat, pas parce qu'il ne veut pas, parce que le niveau d'activité n'est pas suffisant pour soutenir ça. Vous comprenez? Et l'autre chose qui est un pan très important que beaucoup de gens ne voient pas encore venir, c'est que lorsque le nombre d'entreprises dans la GDIZ va atteindre un nombre critique, même les PME vont en profiter. Beaucoup de petites entreprises vont s'installer non loin de Glodjibé pour fournir des petits services. Vous comprenez? Oui. Une grosse usine qui a, je dis ça au bas mot comme ça, dont l'activité utilise 10 camions, n'a pas besoin forcément de se spécialiser en vulcanisation. Vous comprenez? Elle peut, dès qu'elle a une panne sur ces choses-là, faire appel à un vulcanisateur avec qui elle a contracté. Bien entendu, ce vulcanisateur doit développer un niveau de service acceptable. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a vraiment tout un enchaînement à voir le développement de Glodjibé. Il y a un enchaînement. Et par rapport au développement de Glodjibé, j'aimerais vous poser la question de savoir comment aujourd'hui le Bénin essaie de résoudre, on va dire, les problèmes de compétences et de financement de son secteur industriel, puisque vous êtes expert industriel. Merci. Puis je pense que c'est un sujet intéressant qui me plaît bien de développer à d'autres occasions de façon plus en détail. Sachez que le financement des industries n'était pas quelque chose de très connu chez nous au Bénin, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui était tout à fait normal, on n'en avait pas suffisamment, et le peu que nous avons ne tenait pas. Parce que structurer le financement d'une industrie, ce n'est pas forcément avoir le montant dont on a besoin. Okay. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est-à-dire une usine qui va vous coûter au total, en tout, pour que vous démarrez 5 milliards, vous n'avez pas besoin d'avoir 5 milliards. Vous, si c'est vous qui portez le projet, vous n'avez pas besoin d'avoir 5 milliards. Il faut aller chercher au bas mot, il vous faut quoi? Peut-être le tiers, maximum. Et c'est suffisant. Et le reste, aller chercher d'autres actionnaires. Si vous avez le tiers, vous avez un expert financier avec vous, vous mobilisez le reste. Pas forcément actionnaire, il y a tout un mécanisme. Vous pouvez aller chercher de la dette, il y a plein de types de dettes, etc., qui sont des dettes spécialisées pour ces secteurs-là. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des entités que l'État a mis en place, et je le dis avec beaucoup de fierté, la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, qui a été mis en place par l'État pour soutenir le financement de ces industries-là. Pas forcément, pas uniquement à Glodjibé, mais il y a des usines qui s'implantent à Dassa, à Sémé, à Bonikon, qui sont en cours de structuration pour que le financement soit mis en place. Est-ce que finalement, c'est par méconnaissance de ça que le reproche est fait aujourd'hui, qu'il n'y a pas suffisamment de Béninois à la G10 ? Oui, je pense qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de communication. Je peux être d'accord avec vous, et je pense que je ne suis pas forcément celui qui va expliquer pourquoi il n'y a pas suffisamment de communication. Mais j'estime aussi qu'il y a une école, on est en apprentissage dans un domaine. Acceptons aussi. Avant de communiquer, Arsène Fado, est-ce que ceux que vous financez, ce sont des Béninois ou des étrangers par ailleurs? Les deux.
Il a répondu. La totalité. C'est en majorité des étrangers. Des Béninois en majorité. En majorité des étrangers. Je dis en majorité des Béninois. Je le dis avec vraiment... Avec beaucoup de certitude. Beaucoup de certitude. Beaucoup de je crois que vous avez déjà fait le débat aussi. Alors, moi j'ai aussi un petit problème. Lorsqu'on parle aujourd'hui, le terme est très en vogue de développement industriel, on ne voit que la G10. Comment est-ce qu'on fait pour qu'aujourd'hui au Bénin, parce qu'à la G10, il y a les reproches politiques, on n'est pas là pour parler politique. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que le Bénin, en termes d'industrie, se diversifie? Je pense que je sais pas si vous percevez lorsque vous voulez parler de développement industriel dans un pays comme le nôtre, il est bien d'avoir un porte-flambeau. Et le porte-flambeau aujourd'hui, c'est la G10. C'est tout. Et il en est de même, si vos souvenirs sont bons, la zone industrielle de Sémé fut à un moment ou à un autre le lieu par excellence du développement industriel du Bénin. Je pense que la G10 est un porte-flambeau. Et moi, je me dis aussi qu'il est bien que les autres industries qui sont en train de se développer, dont moi j'ai connaissance pour une partie, hors de la G10, que ces industries sortent de terre. Et puisque vous en parlez... Avant qu'une communication importante, quelle sorte de terre, parce que c'est des secteurs variés, je peux vous dire que nous sommes vraiment... il y a des usines dans le secteur pharmaceutique, il y a des usines dans le secteur de la farine, de manioc, il y a des usines dans le secteur de la fabrication des câbles électriques. Il y a beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui hors de la G10. Je suis bien en train de... Puisque vous en parlez, pourquoi la zone franche industrielle de Sémékodi a été abandonnée au détriment de Glodjibé à ce jour? Pourquoi, je ne peux pas dire. Mais le modèle de G10 est totalement différent de Vous pouvez nous expliquer ça? Sémékodi était une zone franche. C'est quoi la différence entre la zone franche et une zone économique? La GDZ est une zone économique spéciale. Oui. C'est-à-dire qu'une zone économique spéciale, c'est une zone à laquelle on a donné des avantages et on a fixé des conditions. Et la zone franche? La zone franche, c'est une zone franche. Il y en a partout. C'est une zone exemptée, juste d'impôts. Autrement dit, il y a une incitation à aller s'implanter à Glodjibé plutôt que dans les autres zones franches. Une incitation, je veux bien percevoir. Par qui? Par l'État, c'est ça? Il y a beaucoup plus d'avantages. Autrement dit, pour ne pas être vicieux, il y a beaucoup plus d'avantages à aller à la GDIZ qu'à aller à Sémé, c'est ça? Pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. Vous n'avez aucune obligation d'exportation à Sémékodi. Mais les gens... Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ceux qui sont installés à la zone franche de Sémékodi se plaignent. Vous n'êtes pas sans le savoir. Non, attendez que je finisse. Vous n'avez aucune obligation d'exportation à Sémékodi. Vous avez des obligations d'exportation à la G10. Vous comprenez avec moi? Donc, si vous n'exportez pas... Si vous avez personnellement ou à titre spécial votre marché au Nigeria, le marché de d'écoulement de votre produit, pourquoi ne pas s'installer à Sémékodi? Et je vais vous dire pour ma part... Juste pour réduire la distance? Pour être proche de son marché. Bien sûr, dépendamment, comme je le dis, dépendamment, parce que j'ai dit en début de propos qu'il n'y a pas que. Ce n'est pas un seul aspect qu'on regarde. Je ne sais pas si on se comprend. On peut avoir son marché au Nigeria et ne pas venir s'implanter à Sémé, parce que ce n'est pas la proximité qui vous apporte peut-être l'avantage compétitif à ce moment-là. Je ne sais pas si on se comprend. Sachez aussi que les conditions d'installation, aujourd'hui, la zone industrielle de Sémé, la zone franche industrielle de Sémé, en tant que zone franche, n'est pas le sujet. Si vous voulez vous installer à Sémé aujourd'hui, ce n'est pas le fait de s'installer à Sémé que vous mettez en avant. Vous allez prendre un agrément au cours des investissements. Je ne sais pas si vous comprenez. La politique de création qui a abouti à la création de la zone franche industrielle n'a pas prospéré. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, je ne comprends pas. Elle n'a pas prospéré. Ce n'est pas... c'est l'État
Autrement dit, ça a échoué, la zone franche de cette la politique n'a pas prospéré. C'est-à-dire, ce qu'on voulait faire, on ne l'a pas fait. On n'a pas atteint le résultat. Voilà. Aujourd'hui, ce que le gouvernement actuel fait, c'est de dire, vous pouvez vous installer dans la zone, ce que je peux appeler ancienne zone industrielle, mais qui reste toujours, le nom reste. Hein. Mais là, vous là-bas, par ailleurs. J'en connais beaucoup qui sont en train de s'installer. Les travaux ont démarré. Allez, continuez. En voulant vous installer là-bas, vous venez demander un agrément au Code des investissements. Et sachez que le Code des investissements, les agréments, les régimes qui sont dans le Code des investissements, il y en a beaucoup qui sont assimilables à la GDZ. Je ne sais pas si vous comprenez, en termes d'avantages. Assimilables à la seule condition que je dis bien, je répète, surtout cette condition-là, l'exportation, qui n'est pas imposée dans ces zones-là. Arsène Fado, pourquoi est-ce qu'en tant qu'expert industriel, vous vous êtes posé une fois pour savoir pourquoi ça n'a pas prospéré, la zone franche de Sémé? Pourquoi la politique... Je pense, pour ma part, que ce qui a manqué, c'est qu'on s'est arrêté, on s'est limité au fait d'exonérer les gens de taxes. C'était pas bien pensé. On n'a pas mis en place, on n'a pas pensé aux autres facteurs. La viabilisation, l'accès, l'énergie. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'a pas pensé à ça suffisamment. Et quand on pense à ça, il ne faut pas le penser État, en tant qu'État. Il faut le penser en tant que business. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est rattrapable? On peut encore corriger? C'est un nouveau... Qu'on le veuille ou non, si on veut faire, ça va être un nouveau projet. Et je ne suis pas sûr forcément qu'on veuille, quand on dit rattrapable, qu'on veuille faire exactement ce qui était par le passé. Il faut concevoir. Il faut concevoir. Et pourquoi, si tu veux concevoir, pourquoi s'enfermer? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Si vous voulez, c'est-à-dire? Pourquoi penser forcément à ça? Pourquoi se limiter à ça? Si vous voulez concevoir, réfléchissez. Si votre réflexion aboutit à ça, vous venez là. Alors, mais rien n'impose à ce... Surtout que le monde... surtout que le monde évolue, l'environnement évolue, les technologies évoluent, beaucoup de choses évoluent. Alors, Arsène Fado, je rappelle que vous êtes expert industriel et financier, votre mot de fin. Oui, je voudrais vous remercier pour cet entretien qui me permet déjà, même si c'est vraiment de façon liminaire, d'apporter des éléments de compréhension de ce que c'est que le développement industriel et de ce qui se fait aujourd'hui au Bénin dans ce domaine-là, et de dire que vraiment le développement industriel aujourd'hui tel que pensé n'est pas mauvais. Bien entendu on peut toujours améliorer, mais ce n'est pas mauvais et je pense qu'il faut qu'on poursuive. Et au même moment, je suis aussi très attentif à tout ce qui peut apporter d'autres approches. Parce que moi, je suis preneur de ça en tant que technicien et expert, même si je travaille aujourd'hui pour l'État. Je suis avant tout un expert et je suis fier de ça. Je profite pour faire un clin d'œil à M. Vigile sur le financement des industries, les Béninois qui ont des idées, qui ont des projets. Je pense qu'il faut qu'ils se rapprochent de l'APIEX, qu'ils se rapprochent de la Caisse des dépôts, qu'ils se rapprochent des structures comme les banques, etc., pour comprendre comment est-ce qu'on peut les accompagner. Voilà, c'est ce que je peux dire. Il faut dire que ce n'est pas encore très mature, ce domaine-là, mais pour moi, je pense et je suis très convaincu que ça va aller en s'améliorant. Merci, Virgile. Merci. Oui, merci à vous aussi. Oui. Merci, M. Fado.